Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue, ravi de vous retrouver avec toute l'équipe. Nous sommes ravis également de vous accompagner durant 1h15 à la bonne heure de 15h à un peu plus de 16h sur Canal Algérie. Et comme à chaque fois, on vous a préparé plein de thématiques, des choses intéressantes, des choses sympas, j'ai envie de dire, en tout cas avec nos invités. Nous allons faire de notre mieux pour passer un agréable moment. Et aujourd'hui, nous allons aller du côté de l'Espagne. Nous nous intéressons à notre communauté établie dans cette région, dans le sud de l'Espagne plus exactement, à Alicante, puisque nous avons avec nous Rabia Rosali, qui est présidente de l'association culturelle El Jazeiriya en Espagne. Beaucoup d'activités sont organisées tout au long de l'année pour préparer Ramadan également, ce qui permet également à faire découvrir nos traditions, nos coutumes, toutes les belles choses qui font notre identité. En tout cas, c'est la mission de Madame Rabia Arzali qui est avec nous cet après-midi. Et puis, nous recevrons également Amel Jemaha, passionnée de cuisine, et avec elle, nous allons cet après-midi parler d'un produit indispensable qui trône sur la table de l'Fطor, puisqu'on est à l'approche de Ramadan Moubarak, Inch'Allah. Eh bien, nous allons parler de la confection de dioul ou alors de feuilles de briques. Tout dépend comment vous voulez les appeler. Eh bien, avec elle, nous allons parler justement de la préparation de ces feuilles, comment les garnir avec des bouchées salées ou sucrées en tout cas. Parler également des gâteaux de Ramadan. En tout cas, elle est passionnée de cuisine et elle va justement partager avec nous cette passion. Et puis, nous passerons à l'instant littéraire, la rubrique signée Faisal Bayoud, chaque mercredi après-midi. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de partager avec lui un invité, j'ai envie de dire. Nous allons profiter d'un invité. Il s'agit de journaliste et écrivain Salah Badis, qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes habitués aux deux rubriques du mercredi. Yasmina Sari pour la rubrique Inspiration Habitat et Wahida Salim Shrif pour la rubrique Le saviez-vous. Elle nous rejoindra dans un tout petit moment. Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. De la musique bien évidemment pour accueillir nos invités et on revient juste après. À tout de suite.
Signé Sami El Jazairi, Allah yarhamou, et une chanson qui a été demandée par notre invitée, Rabia Zali, puisque vraiment elle apprécie beaucoup le chanteur Sami El Jazairi, Allah yarhamou. الله يرحمه. Marhaba bik Rabia. الله يسلمك. Merci. Comment ça Merci va? à vous. لاباس الحمد لله. Ravi de vous retrouver الله avec nous cet يسلمك. après-midi. Également. Un clin d'œil à travers vous, j'ai envie de dire, à travers votre travail, à notre communauté établie à l'étranger, Oui. en Espagne plus exactement, dans la région d'Alicante. Donc Oui. on va parler de toutes les belles choses que vous partagez avec la communauté, mais pas que avec les Espagnols, puisque vous essayez de mettre en avant, bien évidemment, toutes les belles choses qui D'accord. font donc notre identité. Nous avons également avec nous Salah Badis. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Et aujourd'hui, on va passer un agréable moment littéraire, j'ai envie de dire, qui sera signé Faisal Bayoud. Comment ça va, Faisal? Bonjour, ça va, merci. Ravi de te retrouver. Bonjour. Ça va? La reprise? Pas trop dur les mercredis? Non, c'est Eh très ben, bien. super. En tout cas, nous sommes ravis de t'avoir avec nous. Et bien sûr, Yasmine Assari est encore de la partie. Comment ça va, Yasmine? Ça va, merci. Et toi? Depuis hier? Ça va? Eh ben, super. On s'est donné le mot. Oui, Voilà. Bon, il y a un petit contraste, mais ça va. je te rappelle. Voilà. Exactement. C'est ce qu'il faut. Voilà, C'est ça, exact. faire dans la sobriété, j'ai envie de dire. Exact. Voilà. En tout cas, ravie de te retrouver, Yasmine. Et aujourd'hui, bien évidemment, il y aura Partagé. d'autres conseils très intéressants et très pratiques pour tous ceux qui nous regardent cet après-midi. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on va commencer avec la rubrique littéraire de Faisal Bayoud. Et on va se régaler, je pense, comme à chaque fois. Et c'est juste après le jingle. Non, pas de jingle? Allez, non, on commence avec Faisal. Donc Faisal, aujourd'hui, Alors aujourd'hui, Salah on a- Badis. Exactement. Donc Salah Badis nous a fait donc le plaisir d'accepter notre invitation. Alors c'est comme vous venez de le dire, vous êtes donc traducteur, vous êtes poète, vous êtes écrivain, vous touchez un petit peu à l'art littéraire de façon un petit peu générale. Donc l'une des premières questions que je vais vous poser, c'est vos inspirations. Comment vous avez déjà commencé votre parcours d'artiste, si j'ai envie de dire, parce que vous êtes un artiste, n'est-ce pas, dans le domaine littéraire. Donc parlez-nous un petit peu de vos débuts, de vos inspirations également. Bah, je pense comme la plupart des gens qui écrivent, ça a commencé avec la lecture. Et cette envie-là de raconter des histoires, de travailler la langue, ça je pense on le comprend après, mais de travailler la langue et avec la langue. Et moi j'écris en arabe. Et je pense pour le journalisme c'était pareil, c'était une façon de, si je veux faire de la fiction, de la littérature, peut-être le journalisme qui est un métier me permet de faire un autre genre qui est peut-être là, documenter, raconter le réel. Et pour les influences, on avait beaucoup, soit dans la littérature algérienne, des gens comme Boujdara, comme Mohamed Dib, Kateb Yassine, Assia Les grands Djabbar, classiques. des grands classiques, mais aussi dans le monde, beaucoup de littérature américaine, je pense, japonaise, du XXe siècle. Donc des lectures comme ça, Raymond Carver, Hemingway, Toni Morrison. Alors justement, dans vos écrits, vous donnez toujours la voix. Donc il y a toujours une question de voix qui revient à travers vos personnages, à travers donc les protagonistes de vos œuvres. Donc il y a toujours cette notion de polyphonie. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement? Donc le livre qu'on présente des choses qui arrivent, c'est un recueil de nouvelles, de 9 nouvelles. Là, vous tenez la traduction qui vient d'être publiée par les éditions Barzac ici en Algérie en 2023 en coédition avec les éditions Philippe Ray à Paris. Et pour la polyphonie, peut-être, parce que ce que j'essaie de raconter dans ce livre, c'est les vies minuscules de tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Et un truc important à l'écriture, c'est à chaque fois, soit on raconte la première personne du singulier ou à la troisième personne, c'est de trouver un peu le ton, T-O-N, du personnage, de sa voix. Et du coup, à chaque fois, on essaye de un peu travailler, soit par les dialogues, soit par le souffle de narration, comment cette personne pense, comment elle réagit, comment
Et donc, je trouve ça important parce que mes personnages, je pense, c'est des héros du quotidien. Oui. C'est pas on n'est plus dans le 19e siècle où on a des super-héros qui font des choses. Et du coup, trouver la voix de ce personnage ou de ces personnes-là, je pense c'est une manière de dire leur singularité. Très bien. Oui. C'est-à-dire, donner, justement, mettre le personnage en avant. C'est ça, hein? Oui. Voilà. Et justement, à travers vos personnages, alors vous oscillez entre donc différents genres. Donc il y a de la poésie, il y a de la prose. Alors non seulement vous écrivez donc différents genres, vous écrivez de la poésie, vous écrivez de la prose, mais par exemple dans vos écrits prosodiques, on retrouve justement cette musicalité, ce côté poétique. Comment vous arrivez justement à vous définir par rapport à tous ces genres? Je pense, en fait, quand on fait de la fiction, ou du moins le style que j'aime ou j'affectionne, j'essaie, moi j'écris en arabe. Donc on va dire arabe standard, arabe fusha. Oui. Mais ce que j'essaye de faire, c'est, puisque je raconte, mes nouvelles racontent les années 2000, 2010, la société algérienne. Le vécu algérien. Le vécu algérien. L'évolution aussi. Plus précisément algérois peut-être, parce que je viens de cette ville. Et ce que j'essaye de faire dans le cadre de cette langue, c'est de restituer le parler en derija, dans les dialogues. Et par exemple, je peux dire que peut-être l'art le plus présent dans nos vies quotidiennes, dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux, c'est la musique. Oui, aussi. Et la musique, donc il y a les textes, il n'y a pas que la mélodie. Et la poésie populaire, chez El Melhoun, soit dans le Shabi ou dans le Raï. Mais la poésie populaire et les dictons, ça fait partie de notre patrimoine, ça fait partie de notre façon de voir le monde. C'est des filtres. Et j'essaye de restituer ça, soit dans les dialogues, soit même dans la langue elle-même, donc de la narration. Et comme je peux m'inspirer des livres, de la littérature, du cinéma, en même temps, par exemple, moi, quand j'entends des recettes de Amr Zahi, par exemple, des mchaïkh de Shabi, on peut trouver des mots du quotidien, des mots banals, et à la fois des mots rares, de l'arabe classique. Donc il y a plusieurs niveaux de langage dans le même texte. Donc, comme on peut travailler, comme on a pu travailler ça dans un poème ou dans un qsid, on peut le faire aussi dans un genre un peu plus moderne qui est le roman ou la nouvelle. Exactement. Voilà. Et donc j'imagine que vous faites beaucoup de recherches. Peut-être qu'il y a des mots qui n'existent plus, des mots non? Oui, je peux donner un petit exemple. Oui. Par exemple, dans le poème Le Kawi de Amr Zahi, à un certain moment, il dit Sabri, Sabr al-Is fil liyali. Et moi, j'entends le mot l'Is, c'est quoi? Je fais des recherches. Avec un sin, bessin. Bessin, oui. Ain, ya, sin. Et je trouve que c'est un mot arabe très ancien qui veut dire les chameaux, le jmal. D'accord, ben voilà. Il parle de la patience. J'imagine qu'on apprend beaucoup. Hein. Ouais. Et du coup, pourquoi ne pas utiliser des choses comme ça? On peut dire que c'est rare, mais tout le monde connaît, du moins les amateurs du Shabi, connaissent ce poème-là. Donc pourquoi ne pas utiliser des choses comme ça et mélanger? Un écrivain, c'est un ouvrier de langage. Exactement. Trouver ses matériaux et travailler avec. Justement, et ça permet aussi, de revoir ces mots. De revoir, voilà, qu'on a oublié, qu'on n'utilise plus, et vous les remettez au goût du jour. C'est ce que j'allais dire, justement, reprendre les textes anciens, justement, les retravailler et les remettre à jour, parce qu'il y a énormément de jeunes qui peut-être ne connaissent pas justement ce terroir algérien. C'est ça, exact. Je pense que c'est important parce que même si on travaille avec des matériaux anciens, on est là pour créer une langue, une œuvre, et comme on dit souvent, une œuvre, elle crée son public. Exactement. On va découvrir ça et on va peut-être être amateur ou on va aimer ce genre-là. Alors justement, par rapport à la réécriture, on va parler un petit peu de la traduction. Donc vous écrivez justement en arabe. Ce roman-là a été traduit de l'arabe. Par l'autre Finia. Exactement. Et vous-même, donc, vous traduisez du français à l'arabe. Alors justement, quel est justement ce lien-là entre les différentes langues? Parce que bon, on dit souvent
dans la littérature que traduire, c'est trahir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est les Italiens qui disent ça, oui. Oui, exactement. Moi, je pense, oui, traduire, c'est réécrire quelque chose. Moi, j'ai pas fait traduction à la fac, j'ai fait Sciences Po. Mais en travaillant dans le journalisme, j'étais amené à traduire des textes, sûr, etc. Et d'ailleurs, on est aujourd'hui le 11 ou le 12. Le 12. Oui. Le 12, février. il y a quelques années, j'ai traduit un roman d'un auteur français qui s'appelle Joseph Andras. Le roman s'appelait De nos frères blessés. Il parlait de Fernand Yveton. Fernand Yveton qui était avec le FLN. Bien sûr, c'est un ami de l'Algérie. Et peut-être même un moudjahid. Oui. Et il a été exécuté un 12 février 1957, je pense. Donc j'ai traduit ce roman-là vers l'arabe. J'ai traduit d'autres. Et en travaillant la langue, on va réécrire parce qu'il y a cette première partie, on fait presque du mot à mot pour déchiffrer le texte. Et après, on doit faire un parallèle du style de l'écrivain dans cette langue française ou anglais. Faire revivre le texte, donc le trahir un peu, comme vous dites. et en même temps qu'il soit un peu souple dans la langue d'arrivée, donc l'arabe. Mais en même temps, il faut garder une certaine étrangeté, parce que moi, j'aime pas, souvent on dit, pour dire du bien d'une traduction, on dit, on dirait pas que c'est un livre traduit. Oui, on dirait, c'est ça. Ouais, moi, j'aime pas trop ça. On doit garder une part d'étrangeté, parce que c'est ça qui fait aussi la littérature. Donc c'est une réécriture, mais c'est surtout une recréation aussi. Voilà. Bah ouais. Et si on se dit ça, ça veut dire que c'est réussi. Exact. Que la traduction... pour moi, voilà, oui. C'est ça, si on dit ça, ça veut dire que c'est réussi. Alors justement, tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'Alger. Alors on retrouve cette ville dans vos romans. Quelle est justement l'importance de cette ville dans vos romans, dans vos écrits? Moi, je suis très attaché à la cartographie. J'aime ça, déjà indépendamment de la littérature, mais quand j'écris, l'espace, le lieu est très, très important pour moi. On a vu, soit dans des œuvres du cinéma ou des œuvres de littérature dans le monde entier, des bouts oubliés, des villes que personne ne connaît en Amérique latine, en Amérique, en Europe, en Asie. Mais à travers cette œuvre-là, ça peut devenir une référence, un canon en littérature. Et moi, quand j'écris, je parle souvent de la ville d'Alger, mais pas que le centre, mais la banlieue est aussi, parce que mes personnages ils prennent beaucoup le train, les transports publics. Et ça, c'est très important pour moi de situer ces personnages-là dans un environnement. Le lieu, et bien sûr, et c'est un personnage aussi, la ville. Son ambiance, sa musique, là on parlait de cuisine, ce qu'on mange, ce qu'on écoute, les habitudes du quotidien. Donc voilà, ça vient de là. J'aime pas trop la littérature. C'est-à-dire quand on lit le livre, on a l'impression de vivre, de le vivre en fait, de vivre ces expériences. C'est le but un peu, voilà, restituer ce réel-là. Oui, exactement. C'est-à-dire que quand on suit justement le parcours de vos personnages, une personne par exemple qui vit dans ces banlieues-là, dans la banlieue d'Alger, va s'identifier justement à ces personnages. C'est un petit peu votre... C'est le but un peu, oui. C'est le but. Ou même une personne qui ne connaît pas l'Algérie, parce que le livre est traduit maintenant, même quand il était en arabe, mais dans un autre pays arabe. Donc il peut connaître, c'est comme, je sais pas, comme quand on lit Mohamed Dib ou quand on lit Naguib Mahfouz pour l'Égypte, on vit le moment. Très bien. Justement, on va revenir un petit peu sur la traduction, parce que vous écrivez en arabe et vous intégrez énormément la derja algérienne dans vos écrits. Par rapport à la traduction justement de ces mots, de ces expressions, est-ce que ce n'est pas un défi en quelque sorte pour le traducteur? J'imagine que oui, je pourrais répondre à sa place, je pense. Oui, ça l'était un peu. Par exemple, Mohamed Dib prenait l'expression comme elle est et la traduisait donc mot à mot. Donc bon, c'est peut-être qu'un étranger aurait du mal à comprendre le sens, mais nous, Algériens... Bien sûr. Donc, peut-être j'ai eu la chance de travailler avec Lotfi Nia, qui est un poète et traducteur algérien. Il est basé à Marseille, mais depuis 15 ans ou plus, il traduit des œuvres de la littérature algérienne arabophone vers le français. D'accord. Et comme il est poète, il a cette sensibilité-là. Donc et lui, il aime ces défis-là. Voilà. Donc à chaque fois, pour la version qui est parue
en France, il y a un glossaire pour expliquer quelques mots. Voilà. Il a fait le choix de garder dans le livre, mais pour la version algérienne, on n'a pas fait Donc ça. ça peut se faire, voilà, aisément, quand on a de l'expérience et quand on s'intéresse à ce genre de... Très bien, Faisal, je pense qu'on a fait le tour. Exactement, voilà, ben, merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. Merci à vous. Ça a été un plaisir. Merci. Oui, Rabia. L'afou, merci. Voilà, donc voilà, un livre qu'on peut lire, pourquoi pas. C'est très intéressant. Très bien. En tout cas, merci Faisal d'avoir partagé tout cela avec nous. Donc, on va continuer après cet agréable moment littéraire, j'ai envie de dire, un autre voyage, celui que nous propose Yasmine, avec les conseils d'architecture, n'est-ce pas? Oui. Donc aujourd'hui... Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler d'illusions d'optique en décoration et en aménagement intérieur. D'accord. Donc on va voir comment transformer les espaces, comment agrandir visuellement un espace, ou allonger, ou étirer, dynamiser aussi un espace, et puis voir aussi l'effet de la lumière sur les lieux. D'accord. Voilà, et nous allons, comme à chaque fois, aborder plusieurs points et je donnerai des conseils et des astuces. Très bien. Donc, on va commencer justement, quand on dit illusion d'optique en déco, est-ce que c'est juste visuel, Yasmine, ou justement elle peut changer la perception d'un espace au quotidien? Alors, justement, l'illusion d'optique peut vraiment changer la perception d'un espace. Donc, c'est pour ça qu'on va jouer sur les textures, les couleurs, mais aussi la lumière. Et on va donc commencer par le premier point qui est comment agrandir visuellement un espace. Et on va enchaîner et vous verrez qu'à la fin, j'aurai répondu à toutes ces questions. D'accord. Donc, quand on a un petit espace, idéalement, on va aller sur des couleurs claires. Donc, on va aller sur des beiges ou des crèmes. Et puis, on va essayer d'éviter de couper couper visuellement l'espace. C'est-à-dire, on voit souvent des murs, souvent un seul mur dans une pièce qui est d'une couleur ou deux. Et en fait, ça crée des ruptures visuelles. Quand on a un petit espace, il vaut mieux uniformiser, c'est-à-dire avoir par exemple du blanc cassé partout, même le plafond. Et ici, on a une autre couleur, une couleur claire, par exemple du gris perle. Et ben, on choisira aussi de peindre le plafond pour ne pas avoir cette rupture en fait visuelle. On peut la peindre de tons un peu plus clairs, si on ne veut pas se sentir un peu trop oppressé selon la hauteur sous plafond. Oui. Voilà, ça c'est pour le premier point. Le second point, c'est de jouer avec les miroirs. Oui. Quand on a aussi un petit espace, donc on peut placer un grand miroir face à une fenêtre, ça va réfléchir la lumière et ça va donner une impression d'un espace plus élargi. C'est ça. Voilà. Et oui, on voit bien ici, donc on a un grand miroir et on va essayer de le positionner ou face à la fenêtre ou vraiment dans un coin qui capte, voilà, exactement, qui reflète la lumière. Et le troisième point aussi, pour agrandir visuellement des espaces, on va utiliser un mobilier suspendu. Le mobilier suspendu, en fait, libère le sol et ça donne une impression de légèreté. D'accord. Et puis, quand vous avez, par exemple, un couloir étroit, vous allez placer un mobilier suspendu, va libérer le sol et va donner cette sensation d'avoir plus d'espace. D'accord, très bien. Voilà, ici sur cette photo, on voit une petite console suspendue. C'est ça, suspendue, elle n'est pas au sol. Exactement. Si elle était posée, si on avait un meuble posé de base, enfin une console avec des pieds jusqu'en bas, on aurait une toute autre impression. D'accord. Donc ça, c'est pour le premier point qui est agrandir voilà, visuellement. Et justement, Yasmine, voilà, on l'a bien compris. Le blanc agrandit l'espace, mais est-ce que tu n'aurais pas d'autres couleurs, par exemple, à proposer et qui auront le même effet dans la déco? Alors, quand on veut agrandir visuellement un espace... Sans que la pièce ne paraisse froide, par exemple. Oui, exactement. Donc, très bonne question d'ailleurs. On va choisir des couleurs un peu plus chaudes, par exemple du blanc cassé ou du crème, ou carrément aller sur des pastels. On peut aller sur des pastels, surtout si on a un espace qui est ensoleillé.
Donc on peut aller sur du bleu clair ou toute autre couleur, du vert, mais les pastels, parce qu'on oublie souvent les pastels et ça donne une ambiance très chaleureuse. D'accord, très bien, on retient. On note. Bien. Voilà. Donc, Rabia, vous aimez la déco, vous changez chez vous les couleurs, les... Chaque année. Ah, ben voilà. Très bien. Donc, oui, ça fait du renouveau. Je vais vous appeler. N'hésitez pas. Voilà. Le second point, donc, on va voir comment allonger un espace ou raccourcir, étirer. Et on va parler d'un couloir. D'accord. Oui, parce que c'est souvent le couloir qu'on veut agrandir. Donc ici, on veut créer un effet, on veut allonger un espace. On va jouer sur, tout le monde connaît les rayures, donc les lignes directrices en fait. Donc on va avoir je vais commenter la photo. Donc pour agrandir un espace, donc sur la toute première photo, on voit bien qu'on a toutes les parois, donc les latéraux, le mur du fond et le plafond en blanc, mais ça agrandit l'espace, donc c'est la même couleur. D'accord. Pour allonger, on a les trois pans uniquement. Ça donne une impression de profondeur, donc on allonge l'espace. Ou alors on peut, au niveau du sol, avoir vraiment un long tapis. Et s'il y a encore des rayures, c'est mieux pour allonger l'espace. Pour rétrécir, donc on va peindre les murs latéraux d'une couleur foncée. Ça va donner une impression d'un étau. Donc ça va rétrécir l'espace. Et si on veut abaisser par exemple le plafond, on va le mettre d'une couleur plus foncée. Voilà, donc pour le couloir, je reviens. Et donc si on veut agrandir visuellement un couloir, on va peindre les murs latéraux en couleur claire et le plafond et le sol en plus foncé, parce qu'on aura l'impression que les murs s'écartent. Donc ça va donner une impression d'un espace plus large. Plus important. Voilà, ou alors on va créer, ici, on va créer des ruptures visuelles. Quand on a un long couloir interminable, idéalement... la solution, c'est de créer des ruptures visuelles. Ici, c'est de la peinture, donc on a... Très beau. Oui, moi aussi j'aime. On a donc ça crée déjà une dynamique, et puis ça crée des séquences. Donc ça casse en fait ce rythme très long et monotone d'un couloir. Comme on peut aussi utiliser des étagères avec, à différentes hauteurs, ça crée un rythme et ça casse en fait cette impression de longueur. Et pour élargir carrément un espace, on peut aussi utiliser les rayures, mais dans l'autre sens en fait, dans le sens horizontal. Voilà. Maintenant, on va passer donc au troisième point, qui est dynamiser un espace. Donc pour voilà, là aussi, c'est les rayures, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est les rayures. En tout cas, c'est de bonnes astuces pour que le couloir soit moins monotone. Exactement. Ça, c'est clair. Là, tout ce que vous dites, on peut c'est le but, voilà. C'est le but. Mais créer des séquences... du caractère tout en essayant d'avoir... du caractère, j'adore. Ah, voilà. Je pique des mots. J'adore, en fait. Avoir du caractère, j'adore. Oui. Et créer des ruptures visuelles, en fait, c'est facile parce qu'on peut les utiliser... Enfin, on peut réaliser ça avec de la peinture, des stickers, avec des tableaux. C'est vrai. C'est facile à faire chez soi. Très bien. Donc le troisième point, comme je disais, c'est dynamiser un espace. Et donc on peut utiliser donc les formes géométriques ou les motifs géométriques. Ici, en fait, ça donne un rythme avec les escaliers. On peut aussi créer des contrastes. Quand on a des contrastes forts entre le mobilier, les murs ou avec un tapis, les rideaux, exactement. Plein de choses qui rentrent. Mais créer un contraste fort entre deux couleurs, ça va tout de suite dynamiser l'espace. Ça va donner une dynamique à l'espace. Et puis, on va aussi, troisième astuce, c'est d'utiliser du mobilier asymétrique. Par exemple, si vous avez un sofa et que vous avez deux tables d'appoint de part et d'autre avec deux luminaires qui ont la même hauteur, en fait, c'est assez monotone. Si vous en avez un qui est plus grand ou plus haut que l'autre, ça va créer une dynamique de hauteur et c'est ce qui fait que le lieu aura la perception du lieu sera complètement différente. Et voilà. Et le quatrième point, c'est les lumières. Voilà. Alors les lumières, comme je le répète. Donc ça, c'est le dernier point. Oui. On va peut-être revenir au troisième. Justement, Yacine, vous parliez de motifs géométriques et donc de contraste de couleurs.
est-ce qu'il n'y a pas justement un risque de trop en faire, que ça soit trop chargé? Toujours, en fait. C'est ça le risque en décoration. Il faut le prendre alors. Oui, de toute façon, quand on, je dirais que dans tous les domaines, quand on se trompe, on apprend. Voilà. Alors, le risque est toujours là. D'accord. Donc, c'est vrai que quand on utilise des motifs géométriques, il y a le risque d'en faire trop et de surcharger l'espace. Donc, on va aller sur un seul pan ou carrément une zone, mais pas toute la pièce. Parce que si vous avez des motifs géométriques sur toute la pièce, ça va créer un déséquilibre et ça va perturber carrément l'esprit. Ça ne sera pas une pièce reposante. Donc, il faut créer des zones qui attirent l'œil, mais aussi, par exemple, un point focal, mais aussi des zones de repos pour que l'œil puisse se reposer. En fait, c'est ça, c'est trouver l'équilibre. C'est ça. C'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des spécialistes. C'est ça, la Béa. Oui. Vous êtes d'accord. C'est pour ça qu'il faut faire appel à des spécialistes. Bien sûr. Ou s'exercer. Oui. Mais bon. Moi, je recommande à chaque fois de s'exercer, comme pour tout, en fait. Plus on s'exerce, et plus on se trompe, plus on apprend et plus on s'améliore. Donc voilà, il faut juste franchir ce pas et se dire, OK, je tente. Et après, si ça va, c'est parfait. Si ça ne va pas, je vais améliorer. Si on se trompe, on refait. Voilà, on refait. Tout simplement. Voilà, c'est exactement. Très bien. Et on finit avec le dernier point qui est la lumière. La lumière, oui. Alors, la lumière peut changer complètement la perception d'un espace. Une pièce où il n'y a qu'un seul plafonnier, par exemple, il y aura beaucoup d'ombre. Il y aura beaucoup de zones d'ombre, des zones qui ne seront pas éclairées. Et donc, on ne pourra pas très bien percevoir on percevra mal l'espace offert, on va dire. Donc, pour cela, il y a des astuces. Alors, sur cette photo, on a un mur en pierre. Alors, quand on place des luminaires sur les murs, c'est-à-dire qui rasent les murs, eh bien, en fait, ça va tout de suite donner de la profondeur parce que ça va mettre en avant en fait cette texture et ça va créer du volume et du relief. D'accord. Donc, et ça créera vraiment du caractère et de la dynamique. Et on a aussi, alors par exemple pour le couloir, pour revenir au couloir, si on veut l'élargir, on va poser des appliques sur les côtés, latéralement, et ça va donner une impression d'avoir en fait les murs latéraux qui sont un peu plus larges. Voilà, comme on peut voir là. Et celle-ci, je l'aime particulièrement parce qu'elle crée aussi des séquences, des ruptures, des ruptures visuelles et d'ombre et de lumière, donc je la trouve très intéressante. Et puis pour finir, on a aussi les faux plafonds avec les LED autour. Et ben, en fait, ça donne une impression d'avoir un espace plus haut parce qu'on a un éclairage indirect. Donc, comme je le dis très souvent, donc les lumières sont vraiment un atout en décoration. Tout à fait. Et il faut toujours utiliser donc la lumière générale, la lumière d'ambiance et la lumière d'accent pour justement en fait éviter toutes ces zones d'ombre et pouvoir maximiser la perception des espaces. Donc, est-ce qu'un mauvais éclairage, finalement, peut donner l'impression que le lieu est mal agencé ou encore que l'espace est... Ah oui, complètement, en fait. Voilà. Complètement. Un mauvais éclairage qui soit mal placé... À ne pas négliger, on va dire. Qu'il soit mal placé ou qu'il ne soit pas de bonne intensité, je dirais. Aussi. Oui. Voilà. Très bien. Ben, merci Yasmine pour merci ces à conseils. toi. Donc, oui, avec plaisir. Très intéressant, comme à chaque fois, n'est-ce pas, la Béa? Très bien. Mais merci. On se retrouvera la semaine prochaine avec grand plaisir, comme à chaque fois. Bon, Faisal, vous restez avec nous. On dit quand même merci à notre invité. Merci à vous. Merci d'avoir partagé cet agréable moment littéraire avec nous. Donc, on rappelle le titre du livre, Faisal. Voilà, des choses qui arrivent, disponibles au niveau des librairies. Dans les librairies, oui. Très bien. Ben, merci Yasmine, merci Badis. À très vite. Et puis l'émission continue pour recevoir Wahida et une autre invitée aussi qui nous fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. Mais juste avant, nous allons vous proposer un reportage du côté de Mnia, les zones humides dans cette région. Il revient juste après. Sabkhat el-Mellah, lac d'El Golea ou lac Hassil Gara. Toutes ces appellations renvoient à la zone humide de Mnia où nichent différentes espèces d'oiseaux. Des flamants roses y règnent en maître des lieux. À leur côté, d'autres oiseaux migrateurs trouvent refuge. Le moineau domestique, la tourterelle et le corbeau.
Nous sommes ici au bassin supérieur d'une profondeur allant de 1,5 à 2 mètres. Il se caractérise par son eau douce. Nous avons accompagné les spécialistes dans leur quête d'observation et de recensement. Ce lac se caractérise par sa diversité biologique et écologique, ce qui l'a classé sur la liste Ramsar des zones humides le 12 décembre 2004. Il s'étend sur une superficie de 18 974 hectares. Munis de leur matériel, jumelles et télescopes, ces spécialistes observent pour identifier les oiseaux, leur genre, leurs mouvements. Un travail mené 2 fois par an en saison d'hiver et d'été. Cette opération de recensement national s'inscrit dans le cadre du recensement mondial des espèces d'oiseaux migrateurs et nicheurs. Il y a des espèces d'oiseaux migrateurs et d'autres nicheurs. Le nombre d'oiseaux nicheurs est de 71 et atteint parfois 110 ou 140. C'est selon le climat. Lorsqu'il fait froid en Europe, ils migrent vers cette zone humide. Nous observons entre autres le cycle biologique des oiseaux et les directions qu'ils prennent. Chaque année, nous recevons 10 à 15 étudiants en doctorat ou en master qui viennent pour des recherches. La conservation des forêts de Mni'a les accompagne dans leurs travaux. Ils découvrent les 2 bassins supérieurs et ses eaux douces, ainsi que le bassin inférieur avec ses eaux salées. Ce site attire beaucoup de visiteurs, notamment des familles désirant changer d'air et découvrir les trésors cachés au niveau de ce lac. Nous venons toujours ici avec mes parents pour admirer les oiseaux, le flamant rose, les canards et pour respirer l'air frais. Ce lac est au milieu du désert de Mni'a. Nous venons en famille pour voir les oiseaux et écouter le son de la nature. Classée site d'importance internationale en 2004 sur la liste Ramsar, la zone humide de Mni'a est un lieu touristique par excellence, de plus en plus fréquenté par des touristes. Voilà un reportage signé notre collègue Badia Marni pour accueillir Wahida Salem Chérif qui est avec nous cet après-midi. Comment ça va? Ça va très bien et toi, Lila? Justement, tu vas rebondir sur le reportage. Exactement. Puisque ta rubrique a un lien avec... avant ça, j'ai envie de te dire, le rose ne va pas très bien, Lilia. Ah ben merci, c'est gentil. Et puis, nous a rejoint également Amel Jum'a. Marhaba bik. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. On a vu ce que vous avez apporté. Déjà, on le savait, mais là, on a un petit peu fait passer la 4e vitesse, j'ai envie de dire. Voilà, Ramadan en tout cas. Merci de l'avoir accepté à Texaha. Donc, on va parler avec vous de dioule, de feuilles de briques, comment les faire, des astuces, n'est-ce pas, pour toutes celles qui nous regardent cet après-midi. Il faut dire que pour certaines, ça permet, justement, c'est une rentrée d'argent durant le mois Ramadan pour beaucoup de femmes, justement. Donc, on va en parler dans un tout petit moment. Et on va justement donner la parole à Wahida juste après le jingle. Alors, le saviez-vous? Oui. Alors, cette semaine, j'ai envie de partager avec vous une belle découverte, je dirais. Donc, savez-vous qu'en Algérie, on a des flamants roses? Voilà, récemment, il y a eu une très belle vidéo qui a fait vraiment le tour des réseaux sociaux, des médias. Il s'agit de la vidéo du jeune qu'on a déjà reçu il y a un moment. D'accord, oui. Photographe, c'est ça, celui? Oui, voilà. J'ai oublié son nom. Ça va venir, c'est pas grave. Voilà. Donc, Slimane Meddoug, voilà qu'on salue. Une belle vidéo où il a partagé des flamants roses et tout le monde se posait la question, et même à l'international, ils se demandaient où a été prise cette jolie vidéo, où elle a été prise. Eh bien, il faut savoir qu'il a fait une belle vidéo
au lac salé Télamine. Donc, il faut savoir que c'est un sanctuaire pour les flamants roses depuis quelques années. Donc, chaque année, le lac salé de Télamine, situé dans la commune de Gdiyel, à l'est d'Oran, est témoin d'un spectacle naturel époustouflant. Je pense que vous allez voir, on va découvrir au fur et à mesure. Il y a des milliers de flamants roses qui sont tellement élégants, je trouve élégants, qui convergent vers ce site exceptionnel pour hiverner. Donc, un site qui est vraiment émerveillant. D'ailleurs, lorsqu'on les observe, comme on est en train de voir, c'est tellement beau. Magnifique. Voilà, et c'est magnifique aussi. Surtout de les voir aussi regroupés et si nombreux aussi. Oui, si nombreux, effectivement. Donc, le lac Télamine est un véritable joyau de la nature. Ces eaux qui s'étendent sur une superficie de 1100 hectares exactement, il offre un spectacle visuel unique qui passe son eau passe du bleu vers le blanc. Donc, ça dépend des minéraux, du minéral qui existe dans l'eau. C'est une retenue d'eau qui est extraordinaire, qui héberge plusieurs types d'oiseaux. Mais ce qui est exceptionnel et ce qui a fait sa démarcation ces 2 dernières années, c'est les flamants roses qui s'y trouvent là-bas chaque hiver. Donc, c'est un lieu où la beauté de la nature est à son paroxysme. Je trouve ça vraiment beau. D'ailleurs, souvent, depuis qu'ils ont communiqué sur cet espace, il y a des touristes, si je peux dire ça, des touristes locaux qui vont vers ce site pour prendre immortaliser justement ces mots. Et puis il y a même. J'espère juste qu'ils ne vont pas perturber évidemment le cycle de la nature. Il faut faire très attention. Il faut vraiment préserver ces zones humides. C'est très important de demander d'abord un conseil auprès des autorités sur place parce qu'il faut savoir. Sûrement. Oui, voilà, ça c'est important de leur demander. Et en fait, ils organisent aussi des sorties qui sont organisées. Donc, on ne peut pas y aller seul et s'aventurer déjà dans des zones humides. Bien sûr. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il ne faut jamais nourrir les oiseaux et ne pas les perturber. Il faut savoir que les flamants roses, ils sont très intelligents et en même temps, ils remarquent de loin quand les humains se rapprochent d'eux. D'accord. Ils s'envoleront directement. Donc, il faut faire attention, il faut se déplacer. Déjà, les guides sur place, ils expliqueront aux touristes comment se déplacer et comment faire, parce qu'il ne faut pas leur faire peur. Et ils vont s'affoler et partir. Peut-être qu'ils ne reviendront pas dans ce lieu, ils ne vont pas se sentir en sécurité. Oui, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer. C'est très important, ne jamais les nourrir. Donc ça, c'est important, il ne faut jamais les nourrir, parce que si on les nourrit, on risque de les intoxiquer et puis on risque de les tuer, alors que c'est des espèces qui sont sauvegardées, qui sont en cours de sauvegarde en Algérie. Il faut faire très attention. On peut les observer de loin, on peut prendre des photos, des vidéos, pourquoi pas, tout en demandant les autorisations. Profitez du temps, profitez de lieux qui est exceptionnel et féerique et de les partager avec. Mais toujours garder une distance, bien voilà, c'est très important. Donc, c'est un spectacle qui laisse vraiment les personnes sans voix. Donc, il faut vraiment aller les admirer lorsqu'on est du côté d'Oran. Donc, il vaut mieux vraiment aller faire un détour. D'autant plus que le week-end, c'est dans pas longtemps. Profitez avec ces beaux jours qui arrivent. Bien sûr. Donc, c'est l'occasion. Alors, c'est le lac Télamine. Il se trouve à l'est d'Oran. D'accord, très bien. C'est pas loin. Très bel endroit que je voulais vraiment partager avec vous aujourd'hui pour aller découvrir les flamants. D'accord, très bien. En tout cas, c'est noté, de très belles photos. Vous connaissez le lieu? Non. Orancy, j'imagine. Oui, bien sûr. Non. Oui, exactement. Exactement. Oui, je connais. Le plus exactement. D'accord. Oui. Très bien. En tout cas, à visiter, à voir. Bien si sûr. Vous avez l'occasion de passer par là. Bien sûr. Et puis, vous pouvez même partager les photos. C'est des photos prises ici en Algérie et les vidéos avec votre association. Beau, hein? Très belle. Pour vous dire que voilà, on a des flamants roses en Algérie aussi. Et peut-être que des touristes étrangers voudront venir les voir. Parce que, voilà. Moi-même, quand je me rends compte que je suis partie ailleurs pour pouvoir observer les flamants roses, alors qu'on les a ici en Algérie, ils sont magnifiques. Et je remercie Slimane qui c'est une occasion. On repart par Oran. Le bateau par Oran. Ah ben voilà, pourquoi pas passer. Voilà. Oui, bien sûr. Très bien. En tout cas, merci Wahida. Très beau, bien sûr, spectacle que nous offre la nature, pas loin d'Oran. En tout cas, c'est à voir, bien évidemment. Et donc, on va continuer l'émission et passer à notre invité, Rabia, qui a pu profiter, n'est-ce pas, de toutes les rubriques. Oui, bien sûr. C'est intéressant. Voilà, du mercredi après-midi. J'espère que ah oui, vraiment. Voilà. Et donc, justement, votre rôle, votre mission, Rabia, c'est de faire des qadettes comme ça, ou mieux, plus élaborées, j'ai envie de dire, en Espagne, là où vous résidez, n'est-ce pas, dans le cadre du travail de votre association, Al Jazairiyat. Donc, parlez-nous déjà de l'association, un petit peu son histoire. Bon, l'association
Elle a été créée 2011. 2011, avec les ateliers de gastronomie traditionnelle, les gâteaux traditionnels, les schémas de henna, avec les tenues traditionnelles. De toutes les régions. De toutes les régions, bien sûr. En plus, c'est commenté. C'est un défilé et en plus commenté. C'est-à-dire comment, pour les Espagnols, ils savent comment les faire, comment ils sont, bien sûr. Et de temps en temps, on fait des défilés, mais pas commentés, toujours parce que c'est des Espagnols qui portent ces tenues. Alors, chaque tenue, chaque Espagnol, je lui donne un petit mot, parce que quand il y a beaucoup de monde, il lui demande par curiosité de quelle région vous portez, alors elle peut lui dire de quelle région. D'accord, donc très active Rabia. En tout cas, pour le moment. Voilà, vous faites plein de choses pour regrouper, j'ai envie de dire, la communauté établie dans la région de Alicante. Oui. On donne aussi des cours d'arabe aux Espagnols qui s'intéressent, bien sûr, et aux enfants de la communauté. De la communauté qui savent pas parler l'arabe. Ils sont nés en Espagne. Vous leur donnez justement la chance d'apprendre. Et Tarbiya al-Islamiyya et tout, on lui donne de... Très bien. Et donc, c'est ça. J'ai deux. Et donc, j'imagine que c'est des membres de la communauté établis en Espagne qui font ce travail, qui font ce beau travail, n'est-ce pas? D'accompagner, d'informer, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas toute seule. Non, non. Qui se sentent aussi impliqués par tout ça. Bien sûr. Moi, j'ai les membres de l'association, j'ai des Algériennes et j'ai des Espagnols qui s'intéressent à notre culture. Très bien. Et le travail se fait. Donc là, on voit une photo. Il s'agit, j'imagine, d'un événement que vous avez organisé. Yennayer. Ah, voilà. Donc là, le 12 janvier dernier? Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Racontez-nous. Oui. Vraiment, c'était dans un théâtre de la mairie. Vraiment, ils m'encouragent beaucoup, les Espagnols. Vraiment, on a notre place en Espagne, la vérité. Et j'ai ramené un chanteur, un kabyle de Paris. Et j'ai fait le... Donc la musique traditionnelle, j'ai envie de dire, était bien évidemment rendez-vous. Les Algériens aussi berbères, Chaoui, il a chanté même tous les styles. Il a fait plaisir à tout le monde. Bien sûr. C'est ça. Et j'ai fait aussi défilé de tenues traditionnelles berbères, Chaoui. Oui. Et aussi, voilà, on voit des photos. Oui, berbères, Chaoui. Et aussi... L'art culinaire, j'imagine, était aussi présent, la cuisine, les plats qu'on fait. Oui, surtout que il y a plein de bons plats. La djinn, il y a beaucoup on a des Algériennes là-bas qu'on peut commander. Bien sûr. On peut commander le khfaf, le msemmen, les gâteaux traditionnels, décorés berbères. Vraiment, c'était très, très bien passé. Et en plus, j'ai mon ballet, le ballet de danse. C'est ça. Formé par des Espagnols qui dansent le chaoui, le kabyle, l'algérois, le rag. Et en plus, j'ai mélangé avec il y a une belle photo aussi. Oui. Là, c'est des Espagnols. On ne dirait pas. On dirait pas. Elles ont bien appris justement à danser. Bien sûr, elles ont dansé à Tizi Ouzou. C'était un succès fou. D'accord. Oui, et en plus... j'ai mélangé, j'ai parlé avec la professeure de flamenco et on a fait un ballet mélangé les deux fusion danse traditionnelle algérienne et la musique c'est algérien. Algérien, oui. Et la danse les deux danses. Les deux cultures. Vraiment c'est magnifique. Un beau spectacle. Oui, c'est un beau spectacle. Très bien. Et justement, Rabia, toutes
tout ce que vous organisez, toutes ces commémorations sont importantes aujourd'hui pour la communauté établie à l'étranger, n'est-ce pas? Ça leur permet de garder le lien, de sortir, de se retrouver entre eux, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Surtout à Guinée, plusieurs femmes me disent Yatek Saha, de toute façon, on ne sort pas beaucoup. Voilà, heureusement, on est réunis ici. Il faut faire plus. Moi, j'aimerais bien faire plus, mais il faut des aides. Voilà, il y a plein de choses qui doivent suivre aussi. C'est toute une organisation. C'est tout faire tout. Oui, vous faites de votre mieux, en tout cas. C'est ce qu'on peut dire cet après-midi. Moi, je remercie la Casa Mediterráneo et comment dirais-je, elle fait partie de la ministère de la Culture là-bas. D'accord. Sans eux, je ne pourrais pas faire l'événement. Moi, avec, il faut payer le chanteur, les Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des aides, justement. Ils vous encouragent, bien évidemment, à mettre cette culture algérienne en avant. Et c'est très bien. Et puis, et d'ailleurs, vous avez même participé, Rabia, à une exposition, à une importante exposition qui a eu lieu en Espagne. Une foire, voilà, où vous avez mis en avant la culture algérienne. Très importante. Je suis très contente de m'appeler, de représenter l'Algérie là-bas, à 60 km d'Alicante. D'ailleurs, elle s'appelle Kosantaina. Ah, d'accord. Elle s'appelle Kosantaina. De 3 jours, on était là-bas 3 jours. On a présenté le ballet, les deux cultures, de danse. Les tenues traditionnelles, les gens, ils étaient vraiment... Ouais, ils ont aimé, ils ont apprécié toutes ces belles choses que vous avez proposées. Et ils m'ont ramené un cuisinier très, très célèbre. Ils m'ont dit qu'il faut faire un plat algérien avec lui. D'accord. Algérois. Algérien. Algérien, le choix a été libre. Qu'est-ce que vous avez choisi? J'allais faire le mtawoum. Et après, il n'avait pas la viande hachée. Alors, je lui ai dit, bon, le kebab. Et après, on a fait le kebab. Oui, c'est bon aussi. Ah oui, c'est très, ça reste un plat traditionnel. Ils n'ont rien laissé, hein. J'en doute pas. Ils m'ont lavé le tagine, il était tout propre. J'en doute pas, j'en doute pas. En tout cas, un bel événement, bien évidemment. Ah oui, vraiment une très bonne, comment on dit, importance à l'association de t'appeler une foire des saintes. Une foire religieuse pour eux. D'accord, donc une foire, bien évidemment, où est-ce que vous avez un événement important qui se déroule une fois par an, à lequel vous avez participé. Quand ils m'ont appelé, j'étais... Voilà. C'est ça. Et justement, vous vous donnez cette mission de mettre en avant et de valoriser la culture algérienne là où vous vivez, n'est-ce pas? Oui, transmettre notre culture là-bas. Et aussi, justement, vous dites transmettre, c'est que ça permet aussi de transmettre justement cette culture à la jeune génération qui n'ont pas peut-être la chance de venir voilà. Et donc, grâce à vous et à tout ce que vous faites, ils savent qu'on fête Yennayer, qu'on fête le Mawlid Nabawi Sharif, Ramadan. J'imagine qu'il y a des choses aussi que vous prévoyez pour Ramadan, Inch'Allah. J'ai un projet pour l'île Tenmas. Voilà. J'ai un projet avec la Casa Mediterráneo pour me donner la salle. Elle est une grande salle là-bas. Ils vont collaborer avec moi pour... l'occasion de l'île Tenmas. Oui. Comment on dit, Noche de Ramadan. Noche de Ramadan, c'est-à-dire... l'île Tenmas. Nuit de Ramadan. C'est très bien. Ben, écoutez, vous ne vous arrêtez pas. En tout cas, vous faites votre mieux. Et c'est pour ça que nous vous invitons, bien évidemment, que nous partageons tout ça avec les téléspectateurs et même pour ceux qui ne savent pas peut-être, qui sont en Espagne et qui ne savent pas. J'imagine qu'il y a des personnes qui ne savent pas. Vous faites tout ce beau travail. En tout cas, l'occasion pour nous cet après-midi de partager tout ça avec eux. Et comme vous dites, plus vous serez nombreux, mieux c'est, n'est-ce pas? Sûr, vous avez toujours besoin d'aide, d'idées, de savoir-faire. Bien sûr, bien sûr. Je peux remercier aussi qui m'a je ne sais pas, comment? Un restaurant il a collaboré avec moi. D'accord, très bien.
C'est-à-dire, il m'a sponsorisé avec le chanteur qui est venu. C'est-à-dire, il y a des aides. En tout cas, il y a des aides qui vous permettent, bien évidemment, de concrétiser tous vos projets. Et bien sûr, votre seul objectif, c'est de mettre en avant et de transmettre. J'aimerais bien avoir plus parce que. Oui, on espère, bien évidemment, on espère. Et je sais pour ça, si la communauté établie en Espagne nous regarde, en tout cas, le message est bien passé. Donc, on va continuer, Rabia, c'est pas fini, puisque vous êtes là, on va vous offrir un autre cadeau, une autre chanson de votre artiste favori. Allez, un petit extrait. يعطيكم الصحة. Un petit peu dans la même thématique, on parlait de Ramadan, des préparatifs justement, de tout ce qu'on peut faire. Et aujourd'hui, on va parler un petit peu avec Amel de Dioul. C'est ça, Amel. Nous allons Dioul, très demandé, très utilisé, j'ai envie de dire, durant Ramadan, sacré, sucré ou salé. Voilà, c'est ça. شوفي هاد الديول هادو كانوا بكري في كل دار من بكري في كل دار ومن بعد جات ابخي جات التيروريزم حبس كلش لي كوتيوم لي تراديسيون اي تو كامل حبس ابخي Après, c'est revenu. Et surtout aussi le Covid. Hein. Alors là, le Covid, bon, c'est revenu bien évidemment après. Mais Covid, on s'est même mis à faire des dioles à la maison. Les artisans, après le Covid, voilà, le pain, les gâteaux, les dioles. C'est vrai. Les gâteaux, après le corona. Exact. Très bien. Justement, on va parler, avant de parler de tout ce que vous nous avez apporté, parler des dioles. Quel est le secret, justement? On sait que sur le marché, elles sont différentes. Oui, bien sûr. De l'excellente qualité à une qualité un peu moins, bien évidemment. La qualité ou
بشويه شوفي لا كاليتي ما تصيبيهاش في المارشي امبوسيبل لا كاليتي تصيبيها في لي ميزون كيما حنا انا عندي انا صافي 10 ملي تعلمتهم عند ما بيل فامي تاع راجلي كاملين يديروا الديول سي دي بروفيسيونيل صنعه عندهم الصنعه وي شوفي لا رويال تاعنا تاع جناس فاري كامل عندهم وين تدخلي تصيبي ديري بان فالي رمضان جناس فاري وحيده on ne connaissait pas l'adresse. Voilà. Nous sommes شابين قدامي pardon je les tu les as علمت من عندهم. D'accord. Et justement, quel est le secret de ديول réussir رقاق فين ما يتقطعوش parce que des fois même quand elles sont fines qui يتقطعوا c'est un problème. On peut même pas les enlever de la douzaine. C'est des recettes qui ont 3 pâtes. D'accord. Et la première pâte commerciale. C'est boire sur le marché. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de quantité pour voilà, quelle idée la quantité mais déjà la qualité. D'accord. Donc il y a 3 recettes on va dire. Il y a 3 recettes. كاين la recette commerciale هذه نصيبوها تصيبيها semoule et farine. D'accord, un mélange. Voilà, mélange. OK. وكاين la deuxième recette semoule. Semoule. كانت trop demandée. D'accord. وكاين تاع سورتو تاع المحنشه. هذه المحنشه كانت بكري في كل دار نصيبوا المحنشه. Bien sûr رمضان de toute façon كاينه. Oui. كاينه. حنشه والوغ السيجار من هاد الديول اللي كانوا يتقطعوا ما يعرفوش كيفاش هاد الحلوجيات يديروا حبسوهم بتروهم داكور ومن بعد هاد الايامات هادو نو ولات لا غوسات هادي انا عند اللي يخدموا الديول صغار ويتصيبيهم بصح يفو شارشي. Très bien. On va continuer. عاودي تفكري bien la recette. On demande de Ramadan Moubarak. Bientôt, c'est pour bientôt. Ça passe très vite. Et avec nos 2 invités, je vous ai dit, on a passé la 4e vitesse. Corona, ça y est, c'est bientôt Ramadan. Et justement, on parle de choses qui intéressent, j'imagine, toutes les femmes qui nous regardent cet après-midi. Et on parlait de dioul. Donc, vous disiez, Amel, qu'il y avait 3 recettes. Oui. قلت لك لا بات كوميرسيال ولا بات سمول ولا بات هذيك تاع المحنشه. كيفاش المحنشه يحبسوا عليها يحبسوا على لا بات باسكو فيها سمول يغلب على لا فارين. داكور. الوغ هذيك الديوله هذيك ما تتقطعش. اوكي. باسكو على بالك باش الدو لازم ما تتقطعش سينو تروح لك هذيك. بيان سور وي سي فري سي فري. هذا هو لو سكري. وثاني المحنشه لازم كي تروحي تشري الديو لازم هذيك دقيقه فوالا سو كال سوا فريش هذاك وين تاع لو جور اون بيل سي لا فوتر سيلا ما شاء الله ما شاء الله très belle. Faut nous donner l'astuce comment la voir plus grande. Enfin moi je sais mais je lis les commentaires et les femmes souvent ما يعرفوش يخدموها كبيره يديروها صغيره mais elles ont du mal à la faire aussi grande que celle que vous êtes en train de nous montrer. Tu places la feuille الاولى بعد تزيدي هذيك لا دوزيام au milieu بعد تزيدي لا troisième au milieu تاع لا دوزيام اكسيتيرا اكسيتيرا بعد تحطي لا فارس تاع الوسمو تاع لي زاموند وترولي هكذا تبداي شنو لازم لك من حاجه بوغي باش تدوري باش الحال وسمع المحنشه تاعك ما تتقطعش. سي سا لاستيوس هذه هي وي. وتخرجي منها المحنشه بالديو تخرجي لي سيجار تخرجي سامسا سي ترو دوموندي ثاني تفير سامسا افيك فوي دو ديول. وي داكور ويقعدوا سيمين كروستيون. داكور ميم اللي تعسليهم. Oui, يقعدوا هكذاك ثاني تخرجوا ثاني تلسالي. Oui, voilà, on va parler aussi du salé. البوراك في رمضان دوك الصوم رمضان ناكلوا البوراك. Oui, صح. كي نصوموا باغ اكزومبل كيما en ce moment هاد الايامات ولا. Surtout Faisal, il adore le bourraque. D'accord, on a un fan de bourraque. كامل les enfants يحبوا البوراك. D'accord. Et il y a aussi Amel, j'ai envie de dire l'ustensile, l'indiro bihdiol, il est très important aussi, je pense, qu'il a aussi son importance dans la préparation. Oui, oui. شوفي كيما شوفي حاجه وحيده ورينا هذاك لو قدامك. هذيك صباح بلا هاد السنيمه ما تقدرش ديري الديول. فوالا سي سا تاع النحاس. وي دوت النحاس هذه هي ميم جي فورمي البنات بهذه وهما شراو. D'accord. وتعلموا البنات الله يبارك. Donc c'est disponible, on peut trouver ça dans les commerces spécialisés تاع الطيابات المارشي. Il y a aussi la main. شوفي la façon de faire. الديول سي فاسيل. Facile et difficile. En même temps. La pâte, facile la pâte. La préparation, la recette de la pâte, yani. Et difficile la pratique.
D'accord, c'est ça. Il y a la technique. La technique باش تضربي. C'est quoi? Les astuces تانيت لازم il faut apprendre les astuces تاعها تانيت. أنا جو فورم البنات نعطيهم les astuces نعطيهم لابات نعطيهم وهما واش طارتهم هما. D'accord. Il faut être rapide ولا il faut c'est quoi? أنا je suis pas rapide. أنا هذه باسكو نحطها à la vapeur. D'accord. ماشي فوق le feu. Non, ماشي فوق le feu. Ah, ça c'est une astuce تانية, je pense. À la vapeur, je la fixe في Qui veut dire في هذيك la casserole. Ou je travaille à l'air. C'est-à-dire vous mettez une casserole avec de l'eau. Avec de l'eau. ندير لها القفال تاعها كي Ah, باش ما تخرجش. Pour ne pas bouger la sniwa. On peut dire que je normal à l'aise. Ah oui. À l'aise. Et ça cuit aussi rapidement rapidement à l'aise sur le feu. طريريا خير ما هذيك على النار. على النار يخرجوا sèche. Rabia, vous connaissez cette astuce? Non, moi non plus. On apprend cet après-midi. C'est la première fois. Non. Tu sais, Lydia, ma grand-mère, elle les faisait, elle les faisait à la maison, mais elle avait l'astuce, elle les mettait directement à le feu. وهاد السنيوه شاك اني تقول نحن نقصدها دونك نقصدها سي بور لونترتينير اي بي elle avait la technique هذيك elle postait comme ça enfin elle posait هكا بيدها c'était tellement rapide le temps qu'elle finissait le tour elle enlevait et elle passait à la deuxième c'était d'une rapidité parce que لازم la rapidité parce que راهي معاك en contact مع le feu oui c'est ça mais انا انا نديرها على vapeur عندي كامل الوقت تاعي باش c'est vraiment ah oui on apprend il y a aussi une technique ويا ثاني pardon le chiffon باش ما ننساش le chiffon c'est le secret le chiffon تاعك لازم يكون معاك مع السنيوه هذا يحفظ هذا. Alors, dès que vous enlevez la feuille, vous essuyez. Voilà, je passe le chiffon, après je recommence. Mais il est humidifié le chiffon, باش يفرش فيا. فيا زيت. Eh ben oui, شغل مسمن ما. أنا نجي ندير rattrapage. Elle est formée, mais elle a besoin de rattrapage, de séance de rattrapage. Je les ai essayées, j'ai fait la technique, enfin la méthode moderne avec un pinceau. En fait, il fallait faire avec un pinceau. Ah, ça lui plaît pas, elle, avec le pinceau. Ça ressemble à des dieux. كاش كيما اليدين سمحي لي. Oui, j'avoue. Mais j'ai essayé quand même, ça a marché. درت فيهم. جو croustillant. شوفي حاجه تراديسيونيل ما تندميش عليها. لازم تمسي. ثاني حاجه يفو ايمي. Oui, bien sûr. Non, Wahida, elle aime bien essayer. C'est bien. Et moi-même, j'ai une astuce pour réussir l'autre, le mahancha. J'avais dit tout à l'heure que je vais vous la donner. Pour ceux qui achètent. Parfois, on achète des dioles avec frishkin et on les laisse au réfrigérateur. On n'a pas le temps de dépasser par la préparation. Pour le lendemain. Oui, أنا نفرغهم نحط l'eau ديال je mets directement mon couscoussier avec de l'eau et je les mets quelques secondes, à peine 5 secondes, le temps que voilà, je mets ma farce, j'enroule, voilà, et je le الصحة. Vraiment هذه وليتي الأصل لا vapeur. Voilà, ça va. Voilà. C'est les mêmes qui m'ont la méthode d'y aller. Rabia, justement, Dioul, bon, bien sûr, dans les supermarchés, maintenant, il y a des marques de Dioul industrielles, j'ai envie de dire. Est-ce que vous arrivez à trouver en Espagne, justement, le Oui, dans les magasins halal. Mais industriels. Voilà, c'est ça. Il y a des femmes qui les font? Oui, bien sûr. Comme on commande le halwa, on commande le rechta, on commande le bio. Tous ces produits sont disponibles. Et vous faites? Et vous en faites chez vous? Vous avez le temps? Oui, les gâteaux et tout, je fais à la maison, le bourrec et tout. Mais quantité, je ne peux pas. Quand j'ai un événement. Oui, bien sûr. Non, je parle pour vous, bien évidemment, pour votre maison, pour votre famille. Là, Dieu, non. Je commande. Ah bah oui, c'est plus simple. On va passer peut-être faire une petite formation pour les faire à la maison. Inch'Allah. Très bien. Il y a aussi, justement, peut-être des astuces. Pourquoi? Pas des astuces, mais pourquoi des fois ça colle trop quand on achète la douzaine et voilà, on n'arrive pas à les... On a du mal à les détacher.
C'est de la qualité. D'accord. Pourtant, quand on les voit, elles ont l'air super fines, hein, les dioul. C'est de la qualité. La qualité, tu as le produit. D'accord. Ça dépend. Ok. Et c'est les mêmes dioul pour le brick, le bourek, ou est-ce qu'il y a des petites modifications? شوفي كيما les cigares ou المحنشة ou السمسة هادو. C'est-à-dire tout ce qui est sucré. لازم يكونوا trop fines. باش ما يفدوش الزيت. باش يجوا bien ويجوا croustillants ويقعدوا une semaine. يصيرهم وحدة. عندي une copine ولا غداتهم حتى لفرنسا قعدت كونجلاتهم. Elle les a pris pour leur faire plaisir. À chaque fois تجبدهم. قعدوا intact. D'accord. والله قعدوا. Eh ben oui, quand c'est bien fait. Et d'accord. Et donc ça pour les salés. Pour les gâteaux sucrés salés, pardon, pour le brick et tout, non. كيما نقدروا نديروا بالسمول la pâte à semoule. D'accord. فهمتي. Mais tandis que تاع المحنشة وكامل non. Bien sûr. D'accord. Très bien. Et justement, par exemple, ça vous prend combien de temps? Par exemple, pour une douzaine, c'est rapide, ça prend pas beaucoup de temps pour réaliser une douzaine. Je fais 1 heure, je réalise 5 douzaines. Ah, 5 douzaines en 1 heure. Quand même. Dès 6 heures. Machallah. Dès 6 douzaines, pardon. 6 douzaines. 6 douzaines en 1 heure. Ouais, quand même, ça prend du temps quand même. Hein. Ouais, ça prend du temps. Au Ramadan, là, je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Je me soir l'île. D'accord. Bon courage. Tellement les commandes, tellement. Oui, ah ben, très bien. Bon courage. En tout cas, on viendra du côté de Nancy Farifis, vous irez sûrement. Je suis sûre. Alors, qu'est-ce que vous tente sur cette belle table, avec ces belles assiettes que Kamel nous a apportées? Donc, allez, on va vous... Moi, j'adore les boureks. Et surtout les cigares également. Ah, d'accord. Donc, on va vous offrir boureka ou cigare à la fin, si vous voulez goûter. Ah, mais elle a les astuces. Elle lâche pas l'affaire. Ah, vas-y. Parce que j'aime beaucoup. Je suis passée par là. Pour les avoir croustillants. En fait, au moment où ils naissent l'homme, il ne faut pas mettre beaucoup de miel. Il faut vraiment les passer, les laisser en bout de temps, le temps qu'on se débarrasse du miel avec le surplus du miel. On les met dans des assiettes et ils vont rester plus longtemps. Ils resteront croustillants. Donc, c'est une technique aussi, c'est ça? Oui, toujours le couscous. Exactement. Il ne faut pas le chauffer. Le miel. Ah oui. Ah, un peu ou la même. Ouello, d'accord. Ah, c'est-à-dire que c'est le cigare ou le miel berde. D'accord. Ah ben voilà. On va essayer. Je vais essayer de les faire. Je ne l'ai jamais fait. Allez, ça me tente là. Là qu'on est ensemble et qu'on en parle. On apprend tout âge. Très bien. Il y a aussi qtaïf. Voilà, on va peut-être aussi parler à la qtaïf. ثاني هذيك يديروها في سنيوة النحاس ولا في الطاوة يقولوا لها طاوة يديروا فيها الكسرة. وي فوالا. الحق تانت هذوما كانوا ترو دوموندي تانت كي يعيطوا لي على الديول يعيطوا على القطايف. قطايف aussi. C'est vrai que في رمضان نديروا au moins une fois une belle خبزة قطايف ou deux, allez, une à deux fois. شوفي كي ما تكونش القطايف يكونوا شابين ورقاق تجيك خبز القطايف ماشي شاب. Bien sûr, c'est très important la qualité de la مبينين الله يبارك ما شاء الله. Voilà. D'accord. Et puis il y a différentes recettes de قطايف aussi. Bien sûr. La recette هكذا كي تكوني حتخدميهم ولا ديري خبزة قطايف. كي ديري خبزة. بيان سور خبزة القطايف كي ديريها تحب ليدام تحب الزبده البيور. داكور. بيان سور تحب الزبده تحب يكون العسل تاعها المرق لاصوص تاعها تكون ثقيله ما تكونش مايهه. Des astuces. Voilà, j'espère que ma maman regarde l'émission cet après-midi, comme ça elle va nous régaler avec la taïf et elle va suivre les astuces de elle. Elle manipule les réseaux sociaux. Ah voilà. Voilà. Bien. Okay. Ah ben super. C'est noté, c'est noté. Ben Amel, merci. Merci d'avoir partagé toutes ces astuces avec nous et merci de nous avoir offert à toutes ces belles friandises. Rabia yatik saha. Je vous souhaite un très bon Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah yijik bis-saha. Et que tout se passera bien. À tous les musulmans et à Inch'Allah. Et puis profitez, bien évidemment, faites-nous plein de belles choses avec la communauté. On essaiera peut-être de se capter par Skype. Ça vous dit? Inch'Allah, oui, Inch'Allah, avec grand plaisir. Wahida Faisal, merci beaucoup. Avec plaisir. Dès la semaine prochaine. Et puis merci à toutes. Merci à vous. Merci Rabia. Un dernier mot. Vraiment, vous êtes très très sympathique. Merci Rabia, merci. Et en tout cas, merci à très vite, bien évidemment. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je remercie aussi toute l'équipe qui m'a accompagnée cet après-midi.